Bonjour, donc c'est effectivement de cela dont je vais parler. C'est voilà, les indications géographiques face au changement climatique, quelles voies d'adaptation. Et je vais m'appuyer essentiellement sur la vigne et le vin. On n'en a pas tant que ça à parler ce matin, je trouve. On n'a même pas bu ce midi. Donc, je voulais un peu remettre au jour. Donc, je vais vous dire déjà un peu le message. J'ai construit ma présentation sous un message central que je reprendrai en conclusion. C'est d'abord que le changement climatique, il place les produits sous indication géographique face à une double impasse. La première impasse, c'est celle d'une stratégie conservatrice qui consiste à vouloir s'appuyer sur les seules promesses de la nature et des transitions et qui risque finalement de ne pas pouvoir faire face aux impacts du changement climatique. La deuxième impasse, c'est la stratégie d'adaptation par artificialisation trop forte des systèmes, s'appuie uniquement sur les seules promesses technologiques, qui là risque vraiment de rompre les liens entre le produit et son territoire. Mais il y a une troisième voie qui a été évoquée par Philippe Mauguin, par Philippe Brisbard, etc., par beaucoup de personnes ce matin. Il y a une troisième voie possible que moi je qualifie de cogestion adaptative de l'indication géographique de son produit et de son territoire, avec toute une série de conditions qu'il faut préciser. C'est là où la recherche peut aussi travailler, à la définition d'une voie et aux conditions de réalisation de cette voie. Donc, je vais m'appuyer rapidement sur un modèle économique conceptuel, je vous rassure, des indications géographiques, comme un cadre pour guider mon analyse, et puis sur les travaux du projet La Cave, que je présenterai très brièvement, on a étudié les impacts et les voies d'adaptation pour la filière vigne et vin. Donc, ce petit schéma, c'était dans la tête de Pierre Duprat ce matin, ça a été repris par d'autres, etc. Le modèle économique, il est assez simple. Voilà, il y a collectivement des producteurs qui mobilisent des ressources locales dans leur processus de production, définissent un produit, le différencient, voilà, arrivent à générer ce que moi j'appelle une rente de qualité territoriale, mais on a parlé de supplément de prix ou de surplus, de valeur ajoutée, qui est lié vraiment à la reconnaissance du lien à l'origine, qui accroît la disposition à payer des consommateurs pour ces biens qui ont ces attributs. Voilà, on a mis en place, ça c'est le cas français-européen, de tout un dispositif qui va institutionnaliser, garantir, favoriser, éviter les tricheries, favoriser la reconnaissance de ces produits, et qui va donc accroître cette rente de qualité, la stabiliser. Donc ça, c'est un peu le modèle. Et il y a 4 conditions majeures pour que ça fonctionne, ça marche. La première, ça a été évoqué longuement à plusieurs reprises, c'est une question de redistribution de ce surplus de prix ou de cette valeur ajoutée, si vous voulez, chez les différents types d'acteurs, au niveau pour assurer leurs revenus, leur productivité, etc. La deuxième condition, c'est aussi une redistribution pour renforcer ce dispositif de signalisation, notamment en termes de promotion, de signalisation, d'impacter les consommateurs. La troisième condition, c'est qu'on avait commencé à étudier dans Prodic, justement, puis qui est réévoqué là, c'est il faut aussi investir dans la gestion, le renouvellement, l'investissement de toutes les ressources locales, territoriales qui vont conditionner la qualité, intrinsèque ou extrinsèque. Et la quatrième condition, c'est il faut aussi appuyer, soutenir de la R&D, de l'innovation pour pouvoir faire face à l'évolution du contexte. Ça, c'est le schéma général. Le problème, c'est, voilà, est-ce que le changement climatique ne va pas remettre en cause tout ça, quoi, ça, voilà, est fini, ce schéma, ce beau modèle. Donc, pour ça, j'ai dit que j'allais m'appuyer sur, pour répondre un peu à cette question, sur ce projet La Cave, que j'ai coordonné avec Nathalie Aulat de Bordeaux, collègue de Bordeaux. On a étudié les impacts du changement climatique et puis les innovations, les solutions pour s'adapter. Il y avait quasiment tous les laboratoires, je crois, d'INRAE qui travaillent sur la vigne et le vin dans les différentes régions étaient présents, plus France Agrimaire, l'INAO, c'était, comment il s'appelle, Jacques Gauthier, donc, qui était pendant 10 ans à nous accompagner, l'IFV, etc. Et puis, un projet interdisciplinaire, parce que dès qu'on commence à s'attacher à cette question du changement climatique, voilà, on touche à toutes les dimensions d'un système productif ou d'une filière comme le vigne et le vin. Une seule diapo pour rappeler le changement climatique, vous l'avez tous en tête, mais il y a quand même 3 dimensions. La première, c'est l'augmentation de la température moyenne annuelle, plus 1,2 degré au niveau mondial, mais plus 2, on oublie souvent, sur la France continentale, on était à 14,5 degrés déjà en moyenne annuelle de température en 2022, record. Je pense que cette année 2023, ça sera un autre record, hélas.
Et quand on projette sur ces évolutions, vous savez, il y a 2 évolutions sur la température moyenne. Soit on stabilise, c'est le scénario COP21, soit c'est business as usual. J'avais mis le scénario Trump, j'ai voulu l'enlever, puis j'ai vu que Trump il pouvait toujours revenir aux affaires, donc je le laisse pour essayer de faire peur un peu, si quelques électeurs américains voilà, donc il y a vraiment, on est pris là-dedans. La deuxième dimension, c'est celle de la modification de la pluviométrie. Il y a beaucoup plus d'incertitudes, en tout cas sur les pluviométries moyennes, c'est pas encore clair. On voit une baisse sensible au sud, hors automne, on a une accentuation de sécheresse estivale. Par contre, quand même, dans les modélisations, c'est du dernier travail du GIEC, on voit quand même des accentuations, notamment sur la zone méditerranéenne, donc le sud de la France, des baisses de la pluviométrie moyenne. C'est pas énorme, c'est de l'ordre de 10%, mais c'est quand même notable. Par contre, accentuation sur le nord. Donc on voit la France, on est coupé un petit peu en deux, comme cet été. Voilà. Et puis la troisième dimension, qui est celle qui a pris de plus en plus d'importance, notamment pour les viticulteurs ou les agriculteurs, c'est on a non seulement une augmentation de la température, des modifications de la pluviométrie, mais on a une variabilité accrue qui avec à la fois des événements extrêmes, des vagues de chaleur et des séquences inédites. Donc c'est ça, c'est-à-dire que vous avez une variable comme la température qui augmente, mais en fait ensuite la variabilité augmente en même temps que la pente. Et c'est ça qui va poser plus de problèmes, notamment pour des produits comme sous IG, où on a besoin de stabilisation, de pouvoir gérer quand même un minimum voilà. Deuxième point, c'est les impacts du changement climatique sur la vigne et le vin. Donc, dans la cave, on a fait plein de travaux. On a commencé par ça d'abord. Il y a à peu près 6 domaines qu'on a identifiés. D'abord, ça modifie la phénologie, le stade de développement de la vigne, plus précoce, un débourrement plus tôt, donc plus de risque de gel. Il n'y a pas forcément plus de gel, mais il y a plus de risque de gel. Des vendanges en avance de près de 3 semaines. Et ça cette précocité, notamment sur les vendanges, sur la période de maturation, ça a des effets majeurs parce que ça amplifie finalement la température moyenne durant cette phase vraiment stratégique de la maturation, où on va se dessiner le profil du vin. Par exemple, si on prend la courbe en haut, c'est Syrah, vallée du Rhône, on était autour de 22 degrés en moyenne dans les années 70, 75 pour la période de maturité. Et là, on est au-dessus de 26 degrés. Donc, on a plus 4 degrés du fait de la précocité qui nous ramène davantage au cœur de l'été, alors que l'augmentation du changement climatique, c'est plutôt plus 2 degrés. Donc, on a une amplification du phénomène de température du fait de cette précocité. Un deuxième impact, c'est effectivement sur des contraintes hydriques qui sont accentuées. Alors, surtout dans le sud de la France, ça, c'est des données à pêche rouge, par exemple. Bilan hydrique négatif sur la période végétative de la vigne, du fait qu'il y a moins de pluie estivale et puis plus de température, c'est plus d'évapotranspiration, évidemment. Et donc, on voit se dessiner sur toutes les y compris sur les vins sans IG, des baisses de rendement qui sont à la fois dues à ces contraintes hydriques et aussi à des variabilités. Il y a des phénomènes comme le gel, par exemple. Et puis le troisième impact, c'est sur la qualité, la caractéristique des vins. On retrouve ça aussi sur les fruits, sur d'autres fruits, sur les graines, des modifications dans plus de glucides, etc. Mais là, sur le vin, c'était beaucoup, beaucoup plus sensible. Donc, augmentation du taux de sucre dans le raisin, donc du taux d'alcool. Vous voyez, on est passé en Languedoc, c'est des données dans l'Aude, de à peu près 11,5 degrés à plus de 14 degrés depuis 4-5 ans maintenant en moyenne. C'est énorme, c'est une augmentation. Tout n'est pas dû au changement climatique. Au moins la moitié de cette évolution est liée au changement climatique. Baisse d'acidité, modification des arômes. Voilà, les collègues, par exemple Éric Joriot dans le Bordelais, qui ont fait des travaux sur la consommation des vins rouges. Voilà, on a quand même des merlots confiturés qui commencent à devenir dominants, qu'il faut évaluer. C'est pas forcément une mauvaise évolution de la qualité, mais c'est une tendance à converger vers certains traits qui ne correspondent pas à toutes les attentes des consommateurs ou à tous les marchés. Alors au-delà de ces aspects techniques connus, on a quand même 3 autres impacts du changement climatique qu'il faut avoir en tête et qui ont vraiment impacté les indications géographiques. C'est que ça ouvre des nouvelles opportunités pour produire, pour planter de la vigne. Tout le nord de l'Europe, donc on peut planter de la vigne. En Angleterre, c'est déjà le cas, mais en Pologne, en Russie, en Ukraine, etc. Alors nous, on s'est amusé, entre guillemets, il y a eu un travail qui a été fait sur des collègues du CNRS de Rennes, avec Enol, etc., de faire cette modélisation sur la Bretagne. Effectivement, alors on a poussé, c'est un scénario un peu extrême, mais en 2070, oui, on va pouvoir faire du Carignan, qui est le cépage emblématique du Languedoc, au sud dans la région nantaise, et puis tranquillement du Pinot ou du Chardonnay à Brest, sur des variables de température.
de somme de température. Donc ça va bouleverser complètement les opportunités, les possibilités. Et on a déjà une fédération, une association des viticulteurs bretons qui vont avoir choisi une IGP, voilà, ça, et ça démarre. Hein. C'est intéressant. Autre effet aussi important qu'on a moins en tête, c'est le changement climatique a des tas d'effets indirects. Qui ensuite vont jouer sur la vigne et le raisin et sa qualité. C'est bioagresseurs et des écosystèmes qui sont modifiés dans le fonctionnement même du sol, la minéralisation, donc ça, on sait que ça joue. Les paysages, hein, les attributs intrinsèques de la qualité, c'est notamment le paysage, le no-tourisme. Si vous avez un incendie majeur autour de votre vignoble, vous allez avoir du mal à faire venir des touristes chinois, quoi. Donc, les ressources en eau qui peuvent être modifiées, localement la montée des niveaux de la mer avec des salinisations, etc. Donc il y a des tas d'effets indirects qu'on commence à étudier, mais qui sont peut-être plus importants qu'on le pense. Et puis, la dernière dimension qui est liée à la variabilité que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'augmentation des risques, avec des pertes de récoltes, des mortalités parfois, puis aussi des dégradations de parcelles, de terrasses, de sols, voilà, qui est davantage lessivé, etc. Donc ça, c'est le changement climatique. Donc, avec des conséquences économiques, il y a des effets sur les rendements et sur les qualités, donc ça va jouer sur les chiffres d'affaires, sur les coûts, sur les revenus, le risque économique des pertes, variabilité, ou alors il faut prendre une assurance, voilà, etc. Donc c'est des coûts supplémentaires. On a des impacts potentiels sur la valeur du vignoble, ça a été évoqué tout à l'heure, l'importance de la patrimonialisation des actifs viticoles, etc. Mais effectivement, si on commence à dire qu'on ne peut plus faire de champagne en champagne, voilà, en moyenne, c'est plus d'1 million d'euros l'hectare, ça va vite, les patrimoines familiaux vont vite fondre. Relativement. Je pense qu'il n'y a pas de... ça va entraîner des modifications de hiérarchie entre terroirs. Ce n'est pas forcément les mêmes parcelles, les mêmes zones qui sont intéressantes. Celles qui avaient été sélectionnées comme étant séchantes, limitant les rendements, donc permettant une bonne qualité, ne sont plus intéressantes. C'est d'autres parcelles avec des sols plus profonds qui vont être plus intéressants. Donc ça peut modifier toute une hiérarchie entre les zonages, les terroirs, des impacts sur la concurrence entre les régions, des interactions avec l'évolution de la consommation. Voilà, les consommateurs, quand il fait chaud, le rouge à 14 degrés, ça a été dit, c'est peut-être un peu moins intéressant qu'un vin à 9, 10 degrés, blanc ou rosé. Donc tout ça, ça crée des tensions économiques sur le système des AOC. Donc, première conclusion, le changement climatique modifie les caractéristiques des vins, leur variabilité, je n'ai pas parlé d'effet millésime, mais ça en fait partie, des éléments clés de leur image, les paysages, etc., et les conditions de compétitivité des producteurs, c'est-à-dire ça modifie fondamentalement ce lien au territoire qui fondait les AOC. Donc ça remet en cause le modèle économique des vins AOP. On peut reprendre différents points. Les caractéristiques des vins que les consommateurs peuvent reconnaître et qui motivent leur disposition à payer un prix plus élevé. C'est plus les mêmes vins, c'est plus la même qualité. On va peut-être moins acheter. Les volumes, les coûts, les marges, les actifs des producteurs, ça va faire des tensions sur tout le processus de redistribution de la valeur au sein de la filière, on l'a vu. Le financement des actions clés de promotion, de gestion des ressources, c'est peut-être plus compliqué. L'efficience même des actions, c'est-à-dire s'il y a un incendie, vous avez beau vouloir tout, voilà, c'est compliqué de restaurer un paysage comme ça en quelques années. Donc il y a des effets même des limites liées à l'action elle-même engagée de gestion de ces ressources, les bases des zonages et des institutions de l'AOP. Tout ça, c'est voilà, ils sont mis en compte. Donc il n'y a pas de futur pour les. Est-ce qu'il n'y a pas de futur pour les IGP ou les AOP? Voilà la question. Mais ce que je suis sûr simplement, c'est qu'il n'y a pas de futur pour une stratégie conservatrice et on ne rien faire. Ça, c'est sûr. On passe. Donc, il y a quand même un mais, on va rentrer dans le mais. Il y a de nombreux domaines d'adaptation qu'on a étudiés durant tout notre programme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait 6 grands domaines, des doctorants dans chaque domaine. Voilà. On a travaillé sur la génétique, sur changer le cépage et le porte-greffe. C'est vraiment un des premiers leviers que les viticulteurs ont déjà engagés, que les chercheurs accompagnent, expérimentent. On va chercher des cépages plus tardifs, tolérants à la sécheresse, aux températures élevées, résistants aux maladies. Enfin, c'est l'idotype qu'on n'arrive pas à retrouver, mais qu'on va chercher quand même à travailler sur ces différents traits et à les associer, soit sur des clones, des anciens cépages oubliés, des cépages d'autres régions, des créations variétales, notamment les variétés résistantes aux maladies. Donc ça, c'est vraiment tout un chantier important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des collaborations qui se sont données entre les organisations professionnelles, les chercheurs, etc. Donc, deuxième entrée, c'est les pratiques viticoles. Donc là, on va chercher à faire en sorte que le microclimat autour des baies soit un peu plus atténué par rapport au changement climatique. On va jouer sur la taille, sur le mode de conduite, la gestion du sol pour assurer une meilleure rétention en eau du sol, matière organique, le couvert. On va, dans certains cas, développer l'irrigation de précision responsable, avec des pratiques économes, etc. De l'agroforesterie, avec des avantages et des inconvénients, inconvénients à court terme, avantages à long terme, voilà. Sur les infrastructures écologiques, sur la viticulture numérique, c'est important d'avoir des informations, d'être en alerte, de contrôler l'état hydrique du vignoble, etc. Donc il y a toutes ces combinaisons sur lesquelles on a travaillé.
Le troisième domaine, c'est les innovations énologiques. On est dans une autre logique, c'est la logique corrective. Il y a des effets du changement climatique sur les qualités. Ben, on va chercher à désalcooliser, ajuster l'acidité, faire des choix de levure moins intéressants dans le rendement sucre-alcool, mais plus intéressants pour exprimer des arômes, contrôler le froid. Je n'ai pas mis mouillage, mais on pourrait se dire, effectivement, il suffirait d'ajouter de l'eau pour faire baisser l'alcool, c'est facile, mais ce n'est pas autorisé. Mais voilà. Donc ça, c'est les trois grands domaines d'innovation auxquels tout le monde pense, les viticulteurs, les chercheurs, voilà, d'emblée. Mais de fait, il y a aussi d'autres domaines d'innovation sur lesquels on a travaillé, de changement, d'adaptation, je veux dire. Repenser la manière de s'organiser dans l'espace. Alors, ça peut être le choix des sols et leur exposition au sein d'un même terroir. Hein, voilà, on va choisir des sols plus profonds. Il y a des tas d'endroits en Val-de-Loire, on peut jouer sur cette hétérogénéité. Monter en altitude, là c'est le cas à Banyuls, il y a une thèse qui a été faite là-dessus, avec à la fois une modélisation sur les impacts du changement climatique. À gauche, c'est température, à droite, c'est l'acidité des vins. Et donc, pour pouvoir maintenir l'acidité qu'on va chercher sur les grenaches, on va monter en altitude, mais ça pose des problèmes de gestion du foncier, de paysage, d'accès, voilà. Bon, okay. Donc, tout ça, ça permet de négocier, de discuter avec les viticulteurs. Sinon, on peut aussi créer de nouvelles plantations, je l'ai évoqué. Autre domaine auquel il faut changer, c'est un domaine beaucoup plus du changement organisationnel, institutionnel, réviser les cahiers des charges en tant que tel. Voilà, on peut anticiper à travers cette révision, permettre des ouvertures, on viendra après. Les dispositifs d'assurance, bon, ça c'est un vaste domaine qui est en choix hyper important. Les politiques climatiques, de nouvelles collaborations avec la R&D, avec la recherche, etc., qui en soi peuvent être des innovations pour s'adapter. Et enfin, le dernier point, notamment piloté par Éric Giraud que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment associer les consommateurs. Et donc, s'adapter pour les viticulteurs, c'est aussi mieux connaître la manière dont les consommateurs vont réagir face aux impacts du changement climatique sur la qualité ou aux innovations qu'on va mettre en place, quoi, hein. Et puis aussi, il s'agit, ça a été évoqué plusieurs reprises, au-delà de cet aspect de connaissance qu'on peut faire par économie expérimentale, c'est de mieux partager, reconstruire des récits, partager les enjeux, les stratégies en associant les consommateurs aux actions des producteurs. Tout ça, c'est un ensemble d'innovations, de changements, d'adaptations, de pistes. Elles sont nombreuses. Donc, il y a de nombreuses innovations, d'actions qui peuvent être combinées pour construire des stratégies d'adaptation à différentes échelles, en particulier à l'échelle locale. Mais dans toutes ces options qu'on voit, il y a des options plus agroécologiques, plus technologiques, mais voilà, une stratégie d'adaptation par artificialisation forte des systèmes, en jouant sur les seules promesses technologiques, risque de rompre les liens entre le produit et son territoire. C'est-à-dire si on fait que des cépages, des variétés résistantes venues d'ailleurs, j'en fais la promotion, mais que ça irrigué avec des systèmes de capteurs, avec surtout de l'énologie corrective, du mouillage, des OGM dans les levures, ce qui existe déjà un peu, mais on va... voilà, si on est sur des stratégies purement technologiques, on arrive effectivement à une remise en cause aussi du modèle économique des vins échappés, c'est-à-dire c'est la fin des récits qui font de la valeur et la spécificité des vins auprès des consommateurs, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui en France. C'est une perte de contrôle, surtout, des producteurs sur les conditions de production de la qualité. Parce que le contrôle vient par ceux qui produisent cette technologie, par le négoce en aval, par les assembleurs, par ceux qui gèrent la chimie du vin, possible, dans ce cas-là. Ça veut dire le développement, ça a été évoqué tout à l'heure, de vignobles nomades et d'assembleurs de supply chain qui font le voilà. C'est un affaiblissement de la légitimité des viticulteurs dans la gestion même des ressources locales. Et puis, ça bouleverse, évidemment, le zonage, les institutions, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de futur non plus pour les DG et AOP? Encore une fois, je ne sais pas, mais il n'y a pas de futur pour une artificialisation trop poussée. Ou alors avec des conditions qui sont complètement excluantes pour les producteurs et en tout cas qui sont la fin du vin tel qu'il est produit et géré en France et en Europe. Donc, il y a une troisième voie, en fait. C'est cette troisième voie sur laquelle on a travaillé dans le cadre de notre projet. Cette voie, elle ne sort pas du cerveau des chercheurs ou d'ingénieurs d'INAO, elle est vraiment désirée et déjà engagée par les acteurs du secteur. Alors nous, on y est arrivé avec ce travail de prospective qu'on a réalisé. On a fait 4 scénarios, voilà, conservateurs, innovants, nomades, libéral, en croisant à la fois le niveau d'innovation et le niveau possible de relocalisation. Et on a construit à partir de ces premiers scénarios qui sont des stratégies globales, des récits, des variables qui étaient associées, des conditions, des hypothèses. On a publié ces récits. On a surtout ensuite utilisé ces scénarios pour animer dans cette région des ateliers participatifs avec les représentants de la viticulture, voilà, partout. Et puis, on leur posait les questions de réagir sur ce scénario, de choisir. Donc là, c'est le choix à 73%, peut-être même un peu plus. On fait un vote qui se situe à peu près dans ce rang rouge, c'est-à-dire on vote pour innover, pour rester dans mon terroir. En gros, c'est le vote majoritaire. On veut exclure le libéral, le nomade,
et le conservateur un peu plus. OK, je vais accélérer, c'est pas de problème. Et de ça, on a surtout demandé aux viticulteurs et aux participants de faire des propositions d'action pour s'adapter. Donc, on en a reçu 2650, on les a analysés, on l'a publié. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est une voie qui se construit aussi dans des stratégies collaboratives et ouvertes. J'évoquais, dans le cadre du projet, on a suscité par exemple des événements locaux pour faire émerger des options. On appelait ça les climatons viticoles en plusieurs communes. On a accompagné, notamment à travers plusieurs thèses, des groupes de viticulteurs dans leur réflexion sur des nouveaux systèmes innovants. C'est au nord de Béziers, par exemple. On s'est appuyé, on a mobilisé des réseaux déjà existants qui se mettent en place dans les caves coopératives, des J2E, des ODG, etc. Et puis, il y avait déjà des living labs existants sur lesquels on a pu collaborer. Tout ça, ça participe à construire cette voie. Mais surtout, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont beaucoup d'AOP se sont emparés de ces questions. J'ai en tête Ventoux, Val-de-Loire, Languedoc, Bordeaux, en développant des démarches participatives pour reconstruire un peu, renouveler leurs projets. Ça a été surtout, Philippe Mauguin l'a peut-être évoqué tout à l'heure, mais la construction d'une stratégie nationale fondée sur toutes les propositions qu'on a faites, qui a été présentée au ministre il y a 2 ans, et qui a débouché sur un groupe de travail, en ce moment des démonstrateurs territoriaux qui sont mis en place dans les différentes régions pour mettre en œuvre et tester des solutions pour l'adaptation. Une plateforme numérique, et puis aussi à l'échelle d'entreprise, des démarches plus ouvertes, participatives, notamment de certaines caves coopératives. Donc, conclusion générale, une troisième voie est désirée, elle est déjà initiée par de nombreux acteurs, y compris l'INAO, à travers l'ouverture des VIFA, les dispositifs d'évaluation c'est quoi? Et d'innovation, dispositifs d'évaluation de l'innovation. Ça, c'est possible sur un certain nombre de conditions. Je vais juste les lister, et ça sera à la fin. Première condition, c'est un réchauffement climatique limité, stabilisé, proche du scénario COP21. On a beaucoup plus de marge de manœuvre que si on est dans le scénario Trump, où il y a tellement d'instabilité qu'on ne peut plus rien faire. Donc, il faut retrouver une stabilité minimale entre climat, écosystème, produits à l'échelle locale. Sinon, ça va être très, très compliqué. Même les assurances ne pourront pas suivre, etc. Une évolution aussi favorable des préférences, des dispositions à payer, avec des facteurs qu'on maîtrise mal, des changements sociétaux, mais il y a aussi des enjeux de communication importants sur lesquels on peut agir. Une redéfinition des principes des produits sous indication géographique, un changement de doctrine, de paradigme presque. Donc, il ne s'agit plus de garantir une qualité immuable liée à des caractéristiques locales, etc., et traditionnelles. On va garantir une qualité liée à ce que j'appelle la cogestion adaptative des ressources locales, sol, écosystème, paysage, eau. Et il s'agit d'une démarche collective et ouverte autour d'un produit de ces relations de territoire. Donc, c'est ça la promesse. Et il y a un enjeu aussi géopolitique pour les NAO derrière ça, c'est de maintenir la définition, la perspective qu'on a des appellations d'origine et des indications géographiques en général européennes et françaises pour construire la qualité liée au territoire à l'échelle internationale. Ça veut dire un cahier des charges plus flexible, on l'a évoqué, incluant des pratiques liées à l'environnement, mais surtout, et là j'insiste là-dessus, des mesures et des pratiques pour l'atténuation du changement climatique. Je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant, qui peut aussi être complété par des démarches volontaires innovantes, par exemple des systèmes de compensation climatique locale. Enfin, moi, j'ai imaginé des choses avec des viticulteurs, les champenois y réfléchissent. Voilà, vous faites payer 1 € de plus sur la bouteille pour le Chinois qui vient en œnotouriste avec sa voiture. Il est culpabilisé parce qu'il a émis des carbones, mais il paye 1 € et il voit la parcelle où on a planté des arbres qui captent du carbone, etc. Il y a donc vraiment un lien direct entre compensation climatique et une taxe qu'on achète pour celui qui achète une bouteille. Cette troisième voie, il y a d'autres conditions. Sont plus de l'ordre de la formation et de la recherche, le développement de ce que moi j'appelle une nouvelle ingénierie des terroirs qui va associer des compétences de diagnostic, d'analyse spatiale, de simulation climatique, de gestion adaptative et participative des ressources locales, d'expérimentation à l'échelle notamment des ODG ou des interprofessions par exemple. Nouvelles compétences. Derrière, il y a un enjeu fort de formation pour les producteurs, les syndicats, les lycées. Il y a un enjeu d'orchestrer les différents apprentissages à l'échelle locale et au niveau national et institutionnel. C'est une nouvelle génération de recherche partenariale et participative, OK, pour dire ça, tout ça associé, qui est déjà engagée. C'est une orientation, là, je reviens, qui est déjà prise par les NAO, avec la révision des cahiers des charges, les VIFA, les DEI que j'ai évoqués. C'est sans doute une transition accélérée, voilà. Mais moi, j'y vois une chance,
Voilà, on en discutait avec les responsables de l'INAO il n'y a pas longtemps. Une chance, vraiment, ça peut être aussi dans la perspective de renouveler les missions et le projet de l'INAO. Et moi, quand Carole Lee, tout à l'heure, a énoncé ces 3 nouvelles lignes, hein, c'est s'adapter, communiquer et accompagner. Voilà. Je trouve que c'est très en phase avec cette 3e voie qui est recherchée. Voilà. Et donc, ça peut être aussi une opportunité pour une collaboration fructueuse mais urgente entre l'INAO et INRAE.